merci aux participants qui sont présents aujourd'hui pour participer au premier webinaire cancer et fertilité sur le thème de comment préserver la fertilité chez les patients atteints de cancer. Le temps que tout le monde se connecte, je vais rapidement me présenter. Lisa Falquero, je suis chargée de mission à Onco Normandie, qui est le dispositif spécifique régional du cancer. Je vais laisser la parole aux intervenants qui sont avec moi ce midi pour qu'ils puissent chacun se présenter et par la suite, je vous présenterai le programme de cette matinée. Nathalie, je vais vous laisser présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je suis professeure Nathalie Rive, je suis responsable du centre d'AMP au CHU de Rouen et du laboratoire biologie de la reproduction au CECOS, avec une activité et clinique et de recherche sur la préservation de la fertilité et leur restauration. Je suis le docteur Demoiselle Christine, je suis au CHU de Caen, responsable du centre d'AMP et clinicienne, effectivement, j'ai avec moi. Docteur Antoine Clergeau, je suis biologiste et andrologue et chef du service de biologie de la reproduction au CHU de Caen. Également laisser Florence se présenter, même si elle ne fait pas de présentation, mais elle fait partie du groupe de travail que l'on a. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis docteur Florence Chevalier, hélas, et je travaille en tant que biologiste au centre d'AMP du groupe hospitalier du Havre. C'est un centre hospitalier régional, c'est pas un CHU, mais on y fait quand même de la préservation de fertilité féminine, masculine. On fait toutes les techniques d'AMP. Et puis voilà, écoutez, je serai présente pour vos questions et répondre à vos demandes sur notre territoire. Du coup, de ce webinaire est vraiment de sensibiliser les professionnels de santé à la connaissance de cette thématique. En effet, le cancer et les traitements ont un impact sur la fertilité, d'où l'importance d'orienter les patients vers la préservation le plus tôt possible. Lors de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation Teams. Nous y reviendrons lors d'un temps d'échange après les interventions. Juste pour information, ce webinaire est enregistré et sera accessible sur notre page YouTube pour le replay. Merci aux intervenants du coup d'être présents ce midi. Je vais laisser la parole au docteur Desnoilles qui va vous présenter la première partie sur la préservation de la fertilité féminine, notamment sur une partie sur le parcours de soins et également concernant tout ce qui est indications et techniques de préservation. Merci. Alors effectivement, je vais me pencher sur la préservation féminine, même si la préservation globale nous intéresse dans tous les centres d'AMP. Je vais traiter de ce sujet-là. Alors, donc effectivement, comme on le sait, et heureusement, il y a une guérison maintenant qui apparaît chez beaucoup de jeunes qui sont traités pour des cancers dans leur enfance ou à l'âge adulte. Cette survie permet d'envisager des grossesses chez ces jeunes enfants adultes ou chez des femmes jeunes pour ce qui nous concerne. La majorité des pathologies sont les hémopathies en première ligne et puis le cancer du sein pour la femme. Donc il faut savoir qu'on travaille en RCP multidisciplinaire sur ces sujets-là. On est là pour sensibiliser tous les soignants dont vous faites partie sur les notions de préservation de fertilité avant les traitements quand c'est possible. Et c'est important pour nous de vous informer, de former les médecins et c'est un peu le but de cette présentation aujourd'hui. On a également une obligation médico-légale vis-à-vis des patients sur l'information sur la prise en charge qui leur est proposée et la toxicité des traitements qui leur sont proposés sur leur fertilité. On essaye de travailler en réseau, on travaille avec les oncologues évidemment, les médecins et biologistes de la fertilité, les équipes d'anesthésie le cas échéant, et puis parfois en multidisciplinaire avec, pour des cas très difficiles, une RCP nationale qui nous permet de poser les indications quand on en a besoin pour ne pas travailler de façon isolée dans des cas particuliers.
Donc la loi effectivement, nous oblige à une information à tous les patients et donc les oncologues, je pense, sont en première ligne de cette information à faire aux patients, quel que soit le sexe, l'âge, du patient et sa situation familiale, qu'il soit célibataire, en couple, et qu'il y ait un engagement ou pas du pronostic vital lié au cancer puisque, certains cancers peuvent être particulièrement graves, mais il peut y avoir, une survie malgré tout et il ne faut pas passer à côté de cette préservation qui doit, exister en début de parcours. Donc la préservation de fertilité, elle fait partie des soins oncologiques de support. Elle concerne effectivement les femmes dont je vais plus parler, les hommes dont mes collègues parleront, les enfants, ados et jeunes adultes. Et on doit informer les patients sur ces prises en charge sans rajouter du stress supplémentaire parce qu'ils sont dans une annonce diagnostique de cancer sur la période où on les voit. Mais ça doit donner une solution d'espoir et ça permet d'évoquer la guérison et la vie après cette guérison avec la possibilité de constituer une famille sur du long terme. Donc, en général, le diagnostic de cancer est posé et le dossier est discuté en RCP d'oncologie. Les dossiers nous sont confiés à ce moment-là avec des indications dans la RCP qui peut être vers une chirurgie, vers une chimiothérapie. L'indication de préservation se retrouve au milieu de cette situation avec, pour nous, une consultation d'information, quelle que soit la solution qui sera à apporter à la patiente, parfois pour lui dire qu'on ne peut rien faire dans certaines situations, mais ça peut être notre rôle d'expliquer le pourquoi dans la situation particulière on ne peut rien faire. Et puis dans la majorité des cas, on va pouvoir leur proposer une préservation et évidemment les voir et monter un dossier dans ce sens. Les critères de choix de cette préservation, ça variera évidemment selon l'âge des femmes, des jeunes filles ou des jeunes enfants, selon les maladies qui sont présentées, le traitement qui sera proposé avec les classiques chimiothérapie, radiothérapie, les chirurgies pelviennes qui peuvent également altérer la fertilité. Et puis le simple report du projet de grossesse peut, à certains âges, poser un vrai souci pour décaler le projet de grossesse, ce qui chez des femmes plus âgées pose une vraie difficulté. Il peut y avoir à différents degrés, selon les produits et les schémas de traitement proposés, des altérations quantitatives et aussi qualitatives sur la gamétogénèse, le fonctionnement des ovaires, du testicule pour les garçons et également de la sexualité, surtout sur les atteintes pelviennes chez la femme. Et donc, au cas par cas, les RCP d'oncologie ou de préservation vont permettre d'y voir clair sur ces indications. Donc, en urgence, on peut effectivement aussi préserver. C'est souvent le cas en cancérologie, avec une prise en charge qui est à évoquer dès que possible avec la patiente pour lui proposer ses rendez-vous. Il faut également, de votre côté, réaliser un bilan de réserve ovarienne dont je vais reparler un petit peu après, et puis contacter la plateforme la plus proche de votre centre pour qu'on puisse, nous aussi, organiser une prise en charge ou une information dès que ce sera possible. Il y a des fiches d'information qui peuvent être remises aux patientes, j'en parlerai après. Et puis la première consultation du gynéco en fertilité, on va pouvoir informer sur le projet, sa faisabilité ou pas, et puis éventuellement, dans des cas particuliers, aussi les alternatives d'ovocytes ou d'adoption éventuelle quand les patients ne souhaitent pas préserver ou dans des situations particulières. On va évaluer la motivation et la demande de la patiente concernée par la maladie sur ces projets de conservation d'ovocytes, éventuellement d'embryons. On aura besoin souvent d'une deuxième consultation de gynéco pour pouvoir organiser et démarrer un traitement de stimulation, prescrire le traitement, monter les dossiers. Il y a également une consultation de biologie avec des consentements obligatoires qui doivent être signés à ce moment-là. Il y aura une consultation d'anesthésie. Et donc, c'est vrai que ces deux consultations nécessitent un petit peu de temps d'organisation dans les centres d'AMP, mais on peut raccourcir les délais au mieux pour ces indications d'oncologie. Le cas particulier du cancer du sein, pourquoi conserver? C'est parce que ça concerne quand même 4000 nouveaux cas par an en France chez des femmes de moins de 40 ans, qu'on connaît la toxicité des chimiothérapies avec une destruction, une sidération de la croissance des follicules et puis un espèce de burn-out qui va se faire au niveau des follicules en développement avec une diminution plus importante que ce qu'on pourrait attendre de la réserve ovarienne.
Il y a chez les patientes de plus de 30 ans de 20 à 35% d'aménorrhées qui seront définitives. Et puis le projet de grossesse en tant que tel va être différé du fait de l'ajout très fréquent d'hormonothérapie chez ces patientes jeunes, avec un impact sur le projet de grossesse qui sera très décalé. Voilà. Par contre, on sait, mais le docteur Rive en parlera tout à l'heure, qu'il n'y aura pas d'impact du déroulement de la grossesse sur le taux de survie et la récidive de la maladie. Donc la préservation de la fertilité qui peut prendre entre 3 et 6 semaines selon les tentatives qu'on réalisera, doit se positionner dans ce schéma de prise en charge entre le diagnostic, la chirurgie, la chimiothérapie et l'hormonothérapie plus tard. En sachant que la chimiothérapie peut être faite aussi en néoadjuvant, avec des cas particuliers dans ces cas-là et des discussions parfois un petit peu plus compliquées pour ces patientes-là. Donc effectivement, en situation de chimiothérapie néoadjuvante, on se pose toujours la question, et vous avec nous, sur l'impact d'un traitement de stimulation hormonale chez des patientes qui peuvent être récepteurs positifs ou négatifs. Il a été prouvé par plusieurs articles dans la littérature maintenant qu'il n'y a pas d'impact sur la survie et sur les risques de récidive des patientes qui est de réaliser une préservation de la fertilité ou pas, même en situation néoadjuvante. Donc on essaye dans ces cas particuliers de proposer un démarrage rapide sans tenir compte des règles des patientes pour que les traitements de stimulation ne retardent pas la prise en charge de la maladie cancéreuse. Donc, quoi qu'il en soit, et quel que soit le profil des patientes, on va avoir besoin rapidement, pour adapter la prise en charge, une évaluation de la réserve ovarienne. Ça se fait par le dosage de l'hormone antimullérienne qui est sécrétée par les tout petits follicules qui sortent de la réserve profonde, avec des tout petits follicules qu'on ne peut pas mesurer en échographie. Donc, on n'aura pas le reflet à l'écho. Et on aura aussi un compte folliculaire qui, lui, va concerner des follicules déjà sortis de la réserve ovarienne. Donc ces 2 éléments sont importants pour l'AMP, pour qu'on puisse après ajuster les doses de traitement qu'on pourra proposer à nos patientes et voir la faisabilité de ces techniques. On aura également besoin des sérologies classiques dans les laboratoires d'AMP, que sont sida, hépatite et syphilis. Donc, pour rappel, Onco Normandie nous aide à diffuser les contacts des centres concernés, que sont donc le CHU de Caen, puisque je connais l'adresse, avec la préservation de fertilité. Le CHU de Rouen a une adresse mail aussi pour un contact rapide, la clinique Mathilde, et puis l'hôpital du Havre, même si tout de suite, Florence a signalé qu'il y avait également des prises en charge pour les ovocytes, ce dont je n'avais pas la notion. Donc, on en reparlera peut-être au cours de la discussion. Pardon. Donc, comme vous le savez, les chimiothérapies, la radiothérapie, les chirurgies pelviennes vont pouvoir perturber le fonctionnement ovarien et ovocytaire. Le risque va effectivement dépendre des produits utilisés, de leur dose, de leur schéma de traitement et de l'âge de la patiente concernée par ce traitement. Et puis effectivement, ça peut repousser le projet de grossesse. Il y a des actions sur les gonades de façon mixte, qui vont concerner l'homme comme la femme. Et puis pour la femme, pour l'homme ou la femme d'ailleurs, il peut y avoir une altération complète ou partielle selon les schémas de traitement. Alors chez la femme, c'est un petit peu plus marqué selon l'âge de la patiente. Plus la patiente va être âgée au moment de la prise en charge de son cancer, plus il va y avoir un vieillissement accéléré de l'ovaire, avec à peu près sur des études une dizaine d'années de vieillissement ovarien lors d'une prise en charge. C'est voilà, une moyenne qu'on peut avoir facilement en tête pour se dire qu'une dame de 30 ans va se retrouver rapidement à un équivalent de fonctionnement ovarien de 40 ans, et on sait tous qu'après 40 ans, les grossesses, c'est 5% de grossesses possibles. Donc on sait que ces 10 ans de perdus sont pas regagnés sur la fertilité, d'où l'importance de les prendre en charge en début de maladie. Donc les produits les plus cytotoxiques, je les recite pour mémoire, sont les alkylants. Et puis on a des risques plus moyens, voire faibles, selon les produits de chimiothérapie qui seront proposés aux patientes. Alors je passe
là. L'aménorrhée, c'est un signe quand même qu'on a en secondaire d'une diminution du capital folliculaire, d'une disparition de ces follicules ou d'une fibrose ovarienne. Ces dosages, l'aménorrhée peut persister après une chimiothérapie pendant quelques mois, avec, selon l'âge également, une reprise des cycles qui est plus ou moins rapide à la suite. Il y a des patientes qui vont avoir uniquement 3 mois de folliculogénèse pour reprendre des cycles et revoir apparaître des règles. Et puis des patientes plus âgées ne les reverront jamais apparaître et ce sera un marqueur péjoratif de l'impact qu'aura eu le traitement sur le fonctionnement ovarien. Donc l'aménorrhée, ça peut être un signe déjà un petit peu avant-coureur de l'impact, mais ça, on l'a en secondaire, hein. Donc il y a un impact sur la fonction de reproduction, c'est de ce dont on parle. Il y a un impact sur la fonction endocrine, surtout chez les jeunes femmes, avec des bouffées vasomotrices, un syndrome dépressif et tout le panel d'effets de la ménopause, avec une altération de la qualité de vie chez ces jeunes femmes. Donc il faudra bien prévoir une prise en charge également au niveau hormonal. Les prises en charge dépendront un petit peu des patientes et de leurs souhaits, mais il peut y avoir, selon les besoins, soit un appel au centre de fertilité, soit des gynécologues ou un oncologue s'il a l'habitude de prescrire ces traitements-là, ce qui ne pose pas de souci quand on a un minimum de formation sur le sujet. Donc chez la femme, de façon pratico-pratique, les modalités de préservation de la fertilité, c'est la vitrification ovocytaire dont je vous ai déjà un tout petit peu parlé. La congélation embryonnaire qui est un petit peu à part, qui concerne les couples. On a également la conservation du tissu ovarien avec une greffe secondaire, les maturations in vitro, la transposition ovarienne dans les cas de radiothérapie très rares, éventuellement la prévention de la gonadotoxicité par les agonistes qui restent un petit peu dans les idées sur le sujet. La conservation d'ovocytes par vitrification est une technique rodée maintenant qui passe par une obtention classique d'ovocytes par une stimulation ovarienne sur 10 à 15 jours de traitement de stimulation. Il n'y a pas d'injection forcément tous les jours. On a des produits d'action retard qui sont assez pratiques à utiliser dans ces contextes. Et puis, on recueillera les ovocytes par voie vaginale au bloc opératoire. Ça peut être sous anesthésie générale quand c'est des femmes très jeunes pour éviter le traumatisme d'un apport vaginal dans ces cas-là. Et puis, les ovocytes vont être confiés au laboratoire pour être vitrifiés. Ils seront conservés dans l'azote liquide pour de nombreuses années selon les besoins d'utilisation. Ils seront forcément utilisés en fécondation in vitro ensuite. Les limites de cette technique, c'est qu'il faut que ce soit des patientes post-pubaires, puisque il faut qu'il y ait une réponse de l'ovaire au traitement de stimulation. On va recueillir un nombre relativement limité d'ovocytes. Et puis, ça demande quand même, c'est 10 à 15 jours. Alors, plus on verra les patientes tôt, plus on pourra avoir ce délai de prise en charge en fertilité, voire faire un cumul ovocytaire avec plusieurs cycles de stimulation les uns après les autres pour augmenter le nombre d'ovocytes total recueillis et congelés au laboratoire. Pardon. Les embryons sont dans des cas particuliers une technique validée pour le couple avec un projet parental où le cancer peut interrompre ce projet. Donc, ce sera vraiment discuté parce que là, ça concernera une préservation pour le couple et non pas pour la femme seule avec des transferts d'embryons qui seront plus tard avec un accord des deux membres du couple, ce qui peut poser souci en cas de difficulté dans le couple à la suite du cancer. Autre technique, c'est la maturation in vitro, qui peut se faire après congélation d'ovaires ou bien sur une ponction d'ovaires sur des ovocytes immatures, qui peut éventuellement s'envisager. C'est pas une technique très probante dans les résultats qui peuvent exister à l'heure actuelle, donc c'est un petit peu en retrait par rapport aux autres techniques actuellement. La conservation de tissu ovarien peut être une alternative. Elle nécessitera une technique par célioscopie. On va aller retirer souvent l'ovaire droit parce qu'il est plus accessible. On pourra traiter le tissu ovarien au laboratoire. Ça peut être utile dans les urgences où une prise en charge de chimiothérapie doit être faite dans les 48 heures, dans certaines leucémies en particulier ou pathologies hémato avec des risques de problèmes thrombotiques ou une mauvaise tolérance de la maladie, des effets thoraciques, des effets de compression graves. On sait aussi le cas quand il y a une contre-indication formelle à la stimulation ovarienne, et ça peut se faire quel que soit l'âge. Voilà.
cette contrainte d'âge qu'on avait chez les prépubères, chez les post-pubères, pardon, dévitrification ovocytaire. Voilà un petit peu la technique qui se passera au laboratoire avec nos biologistes. Et puis ces fragments de cortex ovarien seront réutilisés soit en maturation in vitro, soit en greffe à la suite de la maladie. Donc ça peut concerner plus des femmes jeunes pour lesquelles on va pouvoir réintroduire des follicules qui vont reprendre rapidement un fonctionnement et puis qui vont avoir un effet sur la fertilité naturelle ou éventuellement une FIV, et puis aussi sur la fonction endocrine, ce qui peut être intéressant. Après, c'est des fragments qui vont avoir un effet, une durée de vie assez brève parce qu'ils sont malgré tout un peu moins bien vascularisés qu'un ovaire natif. L'avantage, c'est qu'il y a quand même des grossesses spontanées et qu'on a de plus en plus de grossesses qui sont publiées. D'ailleurs, il y a, on va dire, moins de publications maintenant qu'il y a 5 ans sur le sujet, puisqu'il y a suffisamment de preuves qui montrent l'efficacité de cette technique. Le petit bémol, c'est l'éventuelle réintroduction de la maladie, avec des contraintes pour les anapathes pour bien vérifier l'absence de risque sur les tissus qui seront greffés avant d'envisager cette greffe. On peut également prévenir par transposition ovarienne, c'est déplacer l'ovaire chirurgicalement. Donc on reprend notre technique de Célio, on va faire un lambeau au niveau du lombo ovarien et puis l'ovaire va être remis avec une ovariopexie en général sous le foie pour être à l'abri d'une radiothérapie éventuelle, même si la radiothérapie pose d'autres difficultés sur le fonctionnement utérin, bien sûr. La prévention par l'utilisation des agonistes de la LHRH. Alors, il y a une littérature qui est riche sur le sujet, mais les dernières choses écrites sur cette littérature ne donnent pas un intérêt de l'utilisation des agonistes de la LHRH, et c'est des produits qui sont très mal supportés par les patientes avec une mise en place de ménopause artificielle rapide et mal tolérée. Donc, je ne suis pas sûre qu'on ait un intérêt à le proposer aux patientes. Voilà, donc en premier lieu, en oncofertilité, il faut évaluer, repérer les besoins, les risques de stérilité, et vous êtes en première ligne sur les RCP d'oncologie pour évaluer ce risque. Il faut ensuite informer les patients et c'est là que les centres d'AMP vont intervenir. Et puis ensuite, il faudra évidemment accompagner et revoir les patients à distance, et c'est le topo suivant. Alors, parfois, on fait des préservations en deuxième ligne, et quand on n'a pas pu le proposer sur une première phase d'induction de chimiothérapie, surtout en hématologie. On sait qu'il y aura dans ces cas-là une altération déjà existante de la réserve ovarienne. Donc la réponse attendue sera moins forte, mais ça peut être discuté en cas de risque de rechute important en hématologie, en cas d'indication d'allogreffe avec une altération secondaire de la fertilité. On essaye de ne pas attendre le risque de rechute, car la reprise de chimio ne permet plus, dans ces cas-là, de stimulation ovarienne. On essaye, quand on est sur une préservation de deuxième ligne, d'être le plus à distance de la chimiothérapie primaire qui a été proposée, donc d'être plutôt à 2 ans, le monde 2, pardon, à sauter, à 2 ans de la fin de chimiothérapie pour pouvoir conserver des ovocytes à distance de la maladie. Voilà, l'évaluation à distance, elle se fera sur la reprise des cycles, et c'est les persistances d'aménorrhée dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis sur le fonctionnement ovarien avec le dosage d'AMH et le compte folliculaire entra. Donc les techniques sont variables, on adaptera selon les projets de la patiente, mais ce sera important pour améliorer sa qualité de vie sur du long terme d'avoir cette préservation de proposer en début de maladie. Les alternatives dont on parle parfois en consultation, c'est à ça que servent nos consultations d'information, hein. C'est bien resituer le projet parental. On peut être amené à parler de l'accompagnement, de l'adoption, du don d'ovocytes, qui seront des alternatives selon les patients. Certains patients ne souhaitent pas préserver parce qu'ils sont un peu noyés par l'annonce de leur diagnostic et ne se projettent pas vers une grossesse, mais on doit se projeter avec eux sur le futur. Voilà, le don d'ovocytes, j'en parle simplement rapidement parce que c'est une des alternatives qui parfois est évoquée lors des consultations d'information qu'on fait.
Et puis sur le long terme, je laisserai le professeur Rive en parler. Simplement, c'est pour resituer le site Onco-Normandie qui nous accompagne pour faire cette information sur la préservation de fertilité. Il y a une page dédiée sur les soins de support qui est accessible aux professionnels avec tout l'annuaire des contacts que je vous ai donné. Une boîte à outils, une fiche de liaison pour les patients et puis différents liens avec les zones d'information dont vous pouvez avoir besoin pour compléter nos topos d'aujourd'hui. Voilà, il y a une affiche qui a été créée dans l'année pour les professionnels pour laquelle vous pouvez flasher le QR code pour retomber sur les informations nécessaires. Et ça peut être intéressant pour les patients. Il y a des projets en cours de développement de fiches de suivi pédiatrique qui seront mis dans le dossier communicant en cancérologie. Et puis l'information patient, il y a pas mal de livrets existants sur le sujet qui peuvent être intéressants de leur fournir ou de leur donner les liens pour les trouver. Il y a une vidéo qui a été constituée cette année. Alors, je n'aurai pas le temps de la passer, mais vous pouvez facilement la trouver. Puis voilà, la meilleure solution, c'est de nous contacter. Même si c'est pour simplement une question, on pourra essayer de trouver une solution ensemble pour vos patients. Je vous remercie. Merci Christine. Je vais maintenant laisser la parole à Antoine Clergaud qui va vous parler de la préservation de la fertilité masculine. Vous voulez que je partage votre diapo du coup? Du coup, je suis à côté de l'ordinateur de Christine pour avoir le son, mais j'ai quand même mon ordinateur, donc je suis connecté. Je D'accord. peux partager mon écran, ce sera peut-être plus simple pour que je passe les Ah, diapos. oui, ça sera peut-être plus simple. Il faut juste que Christine enlève son partage. Voilà, donc je vais rapidement vous parler de la préservation de fertilité masculine en essayant d'être assez bref pour laisser du temps aux questions et à la discussion. Donc je ne me représente pas. Petit voilà, rappel rapide du cadre légal. Je ne sais pas si ma diapo est bien Non, passée. c'est pas en mode Je la valide. présentation. Alors, À droite. pourquoi ça ne veut pas? On recommence. C'est Voilà. parfait. Donc, le rappel de la loi, la préservation de fertilité concerne toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer sa fertilité. Voilà, soit la pathologie, soit le traitement envisagé. Et donc, il faut, dans ce cas, envisager une préservation de gamètes dès lors qu'elle est possible. À distinguer de la préservation hors indication médicale, qui est un cadre légal tout à fait différent, qui a été mis en place depuis la modification de la loi de bioéthique de 2021, mais qui ne nous intéresse pas aujourd'hui. Donc la préservation de fertilité médicale qui nous intéresse aujourd'hui, elle est indiquée pour tout traitement qui a risque d'entraîner évidemment une stérilité totale et définitive, comme c'est le cas par exemple des chimiothérapies lourdes qu'il y a en prévision de greffe de moelle osseuse, mais pas seulement, et les indications doivent être beaucoup plus larges, puisqu'il peut y avoir des traitements avec une gamétotoxicité, c'est-à-dire qu'ils peuvent altérer la spermatogénèse de façon transitoire ou définitive, mais également des traitements avec un potentiel tératogène, génotoxique, qui risque d'altérer la qualité des gamètes et d'entraîner des risques pour une éventuelle grossesse future. Voilà, donc il y a des indications hors du champ du cancer, mais évidemment, le cancer a été une des premières pathologies où la préservation de fertilité a été envisagée, notamment dans les hémopathies, mais voilà, ça a été progressivement élargi à de nombreux cancers avant toute chimiothérapie, avant certaines chirurgies à risque, notamment les cancers du testicule ou les cancers pelviens, comme le cancer du rectum ou le cancer de la prostate. Donc, pour rappel, la spermatogénèse est un processus long qui dure 74 jours et qui se fait au sein des tubes séminifères à partir des cellules souches qu'on appelle les spermatogonies. Et les traitements de chimiothérapie vont avoir une toxicité à différents niveaux
sur les cellules germinales souches. Voilà, il peut y avoir une disparition en fait du pool de cellules souches qui entraîne une azospermie définitive. Il peut y avoir une toxicité sur les cellules germinales en multiplication ou en différenciation. Et dans ce cas-là, on va avoir une altération des paramètres spermatiques, éventuellement jusqu'à l'azospermie, mais qui pourra être transitoire avec une possible récupération à distance. Et puis, il peut y avoir également une toxicité sur les cellules de Sertoli avec, de la même manière, une altération de la spermatogénèse. La toxicité sur les cellules de Leydig et sur la fonction hormonale, elle est marginale, elle est en général assez faible. Et donc, cette fonction hormonale et la testostérone ne sont en général pas impactées par les chimiothérapies. La radiothérapie peut également altérer la fertilité si les gonades sont exposées. Et donc, on connaît bien voilà, les effets potentiels en fonction des doses de rayonnement qui sont reçues. Et on n'oublie pas l'iode radioactif dans le cancer de la thyroïde, qui peut aussi avoir une toxicité en cas de dose cumulée. Donc là, voilà, rapidement, parce que ça sera détaillé par le professeur Rive, une récupération possible, il faut quand même donner un message d'espoir aux patients à distance des chimiothérapies. Donc là, dans cet exemple, pour des lymphomes, on a quand même une majorité de patients qui récupèrent une bonne fertilité à distance du traitement. Donc voilà, le fait de proposer une préservation de fertilité ne veut pas dire qu'il y aura forcément une stérilité ou une infertilité. Il faut quand même, voilà, c'est une précaution, mais il faut aussi donner un message d'espoir qu'il y a beaucoup de patients qui ont des enfants naturellement et sans besoin d'une aide médicale après un cancer. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a une variabilité, une sensibilité individuelle qui est difficilement prévisible. On ne sait pas toujours dès le départ quels traitements vont être administrés, pour quelle durée, sur quelle dose. Est-ce qu'il peut y avoir éventuellement plusieurs lignes de traitement en cas d'échec ou en cas de rechute après la première ligne. Le problème, c'est qu'on ne peut plus proposer de préservation de spermatozoïdes après le début des traitements, puisque les chimiothérapies ont aussi des effets mutagènes et tératogènes et qu'il y aurait trop de risques à utiliser des spermatozoïdes exposés à la chimiothérapie. Et le dernier élément, c'est que le recueil de gamètes est quand même relativement simple chez l'homme par rapport à ce qui a été exposé chez la femme précédemment. Donc, c'est vrai que les indications de préservation de la fertilité doivent être assez larges chez les hommes. Donc, pas d'âge minimal. En revanche, les modalités de préservation vont varier selon le développement pubertaire et la maturité pour les jeunes patients. Donc, on reverra ça, la spécificité pour les jeunes adultes et les adolescents sur des diapositives plus tard. Voilà, le recueil et l'utilisation des gamètes est possible jusqu'à l'âge de 60 ans, c'est la limite légale en France. Donc, c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes de préservation de fertilité pour des patients un peu plus âgés qu'auparavant, parce que les désirs de paternité tardive sont plus fréquents qu'auparavant. Donc, il ne faut pas penser à la place des patients et présumer que ce n'est pas une question pour eux. À partir d'un certain âge, voilà, jusqu'à l'âge limite qui est 60 ans, la préservation de fertilité peut être proposée. Donc elle se fait dans des centres autorisés par l'ARS. Alors je les ai relistés en fonction de ce qui figure sur le site OncoNormandie. Voilà, vous avez ici les adresses que vous pouvez retrouver sur le site. Je m'excuse s'il y a des inexactitudes et j'invite les éventuels collègues que j'aurais oubliés à recontacter OncoNormandie pour mettre à jour cet annuaire s'il y avait besoin. Voilà, la prise de rendez-vous se fait assez simplement, soit directement par le patient quand il y a du temps, mais ça peut être éventuellement par vous, par l'oncologue, par le médecin traitant, peu importe. On peut aussi voilà, reconvoquer le patient rapidement. Ce qui est important, c'est qu'il faut nous contacter avant tout début de traitement. Et puis on adapte le délai de rendez-vous à la pathologie. C'est vrai qu'on a des délais pour les examens classiques assez longs. Mais voilà, dans ces contextes d'urgence, on s'adapte et on trouve toujours de la place, quitte à éventuellement annuler d'autres rendez-vous moins urgents. Donc en pratique chez l'adulte, on propose en première intention un recueil de sperme par masturbation au laboratoire. Ça peut se faire éventuellement dans un service d'hospitalisation autre si l'état de santé du patient ne lui permet pas de se déplacer jusqu'à nous. Idéalement, il faut un délai d'abstinence minimal de 2 jours et maximal de 7 jours pour avoir la meilleure qualité de prélèvement possible. Ce n'est pas toujours le cas dans ces contextes d'urgence. C'est vrai qu'on prend un peu les patients comme ils arrivent.
Voilà. Mais si on veut faire le mieux possible, on leur donne cette consigne. On les informe sur les modalités de conservation et de congélation des spermatozoïdes, on signe un consentement ensemble, on vérifie bien leur identité en prenant la pièce d'identité, et il y a également les sérologies légales, comme pour les femmes, et on fait 1 à 2 recueils de sperme en général, en fonction des possibilités et du temps qu'on a. On analyse ces prélèvements en faisant un spermogramme, une spermoculture, pour vérifier l'absence de germes qui gêneraient l'utilisation future. Et puis on va congeler les spermatozoïdes en ajoutant des cryoprotecteurs, en général à base de glycérol. Donc le but, c'est de remplacer l'eau dans les cellules pour limiter la formation de cristaux de glace et permettre leur survie à des très basses températures. C'est conditionné dans des paillettes haute sécurité, vous avez la petite photo, et congelé en congélation lente avec une descente progressive en température jusqu'à moins 150 degrés. Et puis c'est plongé dans l'azote liquide à moins 196 degrés, où ça peut être conservé sans limite de durée, hormis la limite légale, qui est l'âge de 60 ans. En général, si on peut, on décongèle une des paillettes pour évaluer la survie, ce qui nous permet de voir quelle technique d'AMP pourrait être proposée pour les utiliser, soit en insémination, soit en fécondation in vitro avec ICSI, s'il y a moins de spermatozoïdes ou une moins bonne survie. Ensuite, on relance annuellement les patients pour savoir s'ils souhaitent maintenir la conservation. Voilà, c'est eux qui choisissent, ils peuvent à tout moment décider de les détruire ou de les donner à la recherche s'ils ne souhaitent plus les conserver pour eux-mêmes. Le don pour une utilisation pour d'autres couples ou des femmes non mariées en AMP n'est pas possible pour des patients atteints de cancer qui sont malheureusement récusés voilà, au vu de leur état de santé. Et petite précision, l'utilisation post-mortem n'est pas autorisée en France, donc les paillettes sont automatiquement détruites en cas de décès du patient. Donc si on n'a pas de possibilité de recueil de sperme, que le patient n'y arrive pas, il peut y avoir des alternatives qu'on peut proposer. Voilà, il y a éventuellement la stimulation vibratoire ou l'électroéjaculation qu'on utilise volontiers chez les patients paraplégiques, par exemple. Voilà, quand c'est une difficulté de recueil plus d'ordre psychogène dû au contexte, ça ne marche pas forcément très bien. Et donc, on se tourne plutôt vers le prélèvement chirurgical de spermatozoïdes directement dans les testicules, qui peuvent être également récupérés et congelés pour une fécondation in vitro ensuite. Cette chirurgie peut également être proposée s'il y a une azoospermie sur le prélèvement de sperme. Ça arrive, c'est pas si rare que ça. Des fois, du fait de la maladie, notamment en hématologie, quand ils ont une forte fièvre, une altération de l'état général importante, ou quand on est dans le cas d'un cancer du testicule avec une atteinte d'un des testicules et éventuellement une sécrétion hormonale qui bloque le fonctionnement du deuxième, ou éventuellement des patients qui seraient infertiles de manière préexistante, ce qui est une situation toujours un peu délicate. Voilà. Mais on essaye de proposer quand même ce prélèvement chirurgical rapide avant le début de la chimiothérapie, en disant que c'est difficile d'avoir une certitude sur la cause de cette azoospermie, et même si le prélèvement est parfois négatif, il peut aussi y avoir une récupération à distance si l'azoospermie est due au contexte et à la maladie. Le cas particulier du cancer du testicule, donc c'est ce que je vous disais, on a un spermogramme souvent altéré parce qu'il y a un terrain de dysgénésie testiculaire et donc une infertilité préexistante, parce qu'il y a une masse qui atteint un des testicules et parce qu'il peut y avoir des sécrétions, notamment d'HCG, qui freinent le fonctionnement de la spermatogénèse. Donc souvent, le spermogramme va quand même s'améliorer un peu après l'ablation de la tumeur. Et donc un deuxième recueil est souvent réalisé après la chirurgie et avant la chimiothérapie. En cas d'azoospermie, on propose de prélever de la pulpe testiculaire du côté de la tumeur lors de l'orchidectomie pour essayer d'en extraire des spermatozoïdes. Voilà. Si ça ne fonctionne pas, on fait le deuxième recueil de sperme après la chirurgie, avant la chimiothérapie, si possible en se donnant du temps, mais on n'a souvent pas les 3 mois nécessaires quand on est dans le cadre du cancer, il faut des chimiothérapies rapides. Et voilà, dernière chose, il peut y avoir une biopsie du deuxième testicule avant la chimiothérapie, mais voilà, souvent pas très bien acceptée dans ce contexte. Après une première chirurgie, avant une chimiothérapie, souvent les patients nous disent voilà, ça fait un peu beaucoup et on s'arrête là. Voilà, c'est vraiment à discuter au cas par cas avec les patients. Rapidement chez les adolescents, assez tôt finalement, les recueils de sperme peuvent être possibles. Voilà, la masturbation fonctionne assez tôt chez les adolescents et donc ça peut être essayé dès l'âge de 13, voire parfois 12 ans. C'est assez variable, mais il faut évaluer un petit peu
voilà, l'avancée dans son développement pubertaire du patient et sa capacité à réaliser un recueil de sperme. Donc c'est assez délicat, mais on en discute directement avec ces jeunes patients. Les papiers doivent être signés avec le parent, mais voilà, on discute vraiment en tête à tête avec eux. Et voilà, la congélation de sperme et de spermatozoïdes est souvent possible malgré tout chez ces jeunes patients. Il y a un peu plus d'azoospermie que chez les adultes, notamment avant 15 ans, mais voilà, on peut quand même y arriver et ça vaut le coup. Donc il faut voilà, se poser la question assez tôt pour les jeunes patients, c'est vraiment important. Si le recueil de sperme n'est pas possible, mais que la puberté est avancée, la biopsie testiculaire pour extraire des spermatozoïdes peut être aussi réalisée chez ces jeunes patients. Et donc, ce n'est pas la même chose et c'est souvent une discussion qu'on a souvent avec les oncopédiatres de ne pas mélanger avec le prélèvement chirurgical de tissu pour congeler du tissu. Voilà, l'utilisation potentielle n'est pas la même, donc les indications sont un peu différentes. Dans tous les cas, si on a conservé quelque chose, on revoit les jeunes patients à leur majorité pour reprendre les informations, parce que souvent, quand ils ont 13, 14, 15 ans, voilà, ils sont un peu pris dans un tourbillon, ils font ce qu'on leur demande, mais ils n'en retiennent pas beaucoup, pas toujours toutes les informations, donc c'est important. C'est exigé par la loi, mais c'est vraiment important de faire ces consultations d'informations a posteriori. Donc chez les enfants prépubères, effectivement, il n'y a pas de spermatogénèse, c'est le problème, donc il n'y a pas de possibilité de prélever des spermatozoïdes. Or, les chimiothérapies vont aussi avoir une toxicité sur les cellules souches et donc peuvent altérer de manière définitive la fertilité à cet âge. Et donc, on est un peu coincé. On propose dans ce cas-là une congélation de tissu testiculaire. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de technique validée de réutilisation. Il y a des expérimentations en cours avec des avancées, soit dans l'idée de retransplanter du tissu testiculaire comme on fait pour les ovaires chez les femmes, soit de faire de la spermatogénèse in vitro, mais pour l'instant, il n'y a aucune technique qui a permis de réussir et d'obtenir une naissance vivante. Donc du coup, les indications sont quand même relativement limitées parce que c'est un prélèvement chirurgical, en plus de ce que va déjà avoir cet enfant de la chimiothérapie, de la pose de site, etc. Donc voilà, quand on explique aux parents que pour l'instant, on ne sait pas quoi, pour l'instant, on n'a pas de technique qui permet de réutiliser plus tard, ils ne sont pas toujours partants. Mais voilà, on essaye effectivement de donner un message d'espoir et de dire que ça avance et qu'on peut espérer que quand ces enfants seront adultes, on pourra proposer quelque chose avec ce tissu conservé. Voilà, dans tous les cas, c'est un sujet intime pas facile à aborder dans un contexte de maladie de cancer lourd. Et donc, voilà, il faut effectivement se projeter dans l'après-cancer, dans la vie après la guérison et insister sur ce message d'espoir plus que sur le fait qu'on rajoute des rendez-vous, etc. et que c'est un peu parfois pénible pour les patients. Mais voilà, c'est important et c'est une étape nécessaire et un message positif pour la suite. Voilà, donc finalement, là, la préservation masculine, elle est quand même plus simple que ce qui existe chez les femmes et souvent possible. Donc, c'est un élément important pour la qualité de vie après cancer et il faut s'efforcer de la mettre en place autant que possible. Voilà, j'avais relisté quelques chiffres qui sont déjà un peu anciens, mais voilà, c'est pour dire que ça sert et que la finalité, c'est des naissances d'enfants et il y en a chaque année. Voilà, fiche que vous pouvez partager à vos patients qui a déjà été montrée tout à l'heure. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. Je vais laisser maintenant le professeur Nathalie Rive terminer ce webinaire avec la partie sur le suivi de la fertilité dans l'après-cancer. J'ai partagé, c'est bon? Oui, il suffit juste de mettre en diaporama et c'est parfait. C'est bon? Oui, nickel. D'accord, donc déjà je souhaite bienvenue à tous les personnes qui se sont connectées pour suivre ce webinaire sur préservation de la fertilité et cancer. Donc je vais aborder le suivi de la fertilité dans l'après-cancer en tenant compte des recommandations qui ont été formulées par l'Institut national du cancer sur fertilité et cancer en 2022.
Alors, dans les présentations précédentes, vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, la préservation de la fertilité va toucher une population de patients d'âge hétérogène, allant de l'enfant au jeune adulte, qu'il s'agisse de garçons ou de femmes, et que dans le champ du cancer, ce qui va préconiser la procédure de préservation de la fertilité, c'est le plus souvent le traitement, même si on sait qu'il y a un impact potentiel de la maladie sur la fonction ovarienne ou testiculaire au moment potentiellement de la conservation des gamètes et tissus germinaux. Alors, je vous mets la référence des recommandations de l'INCa parce que la synthèse, elle est intéressante comme outil au quotidien, tout en sachant que ces recommandations, elles doivent être évolutives au vu des avancées ou des nouvelles données qui vont être rapportées dans la littérature. Je commence toujours par la partie masculine avant la partie féminine, mais en tout cas pour vous reschématiser ce qui vient d'être indiqué, donc les procédures de la préservation de la fertilité masculine, c'est soit la conservation de spermatozoïdes ou éventuellement chez le garçon prépubère, la conservation du tissu testiculaire. Alors, c'est vrai qu'une fois que ces patients ont conservé leurs spermatozoïdes ou leur tissu testiculaire, mais chez le garçon prépubère, voire l'adolescent, voire aussi chez des jeunes adultes, un certain nombre d'entre eux n'ont pas non plus bénéficié d'une procédure de préservation de la fertilité. Et ce qu'il faut savoir, c'est le suivi de l'homme intervient, quelle que soit la situation, qu'il ait ou qu'il n'ait pas bénéficié d'une procédure de préservation de la fertilité, surtout s'il reste des futurs patients en âge de procréer ou qu'ils sont en âge de procréer. Ce que nous avions recommandé dans le cadre de l'INCa, c'est que le suivi de la fertilité, elle est recommandée chez les hommes de moins de 60 ans. Pourquoi on s'arrête à 60 ans? Parce qu'en France, il y a des dispositions réglementaires qui autorisent l'assistance médicale à la procréation et le maintien de la conservation des spermatozoïdes jusqu'au jour de la veille du 60e anniversaire de l'homme. De ce fait, c'est vrai que ce suivi, il est à faire avant 60 ans parce que s'il y a nécessité d'une recours à l'AMP, eh bien, quelque part, on ne pourra pas l'envisager avec soit les gamètes frais, soit des gamètes conservés. Ce suivi, bien sûr, comme je vous l'ai dit précédemment, il doit être adapté à l'âge du patient puisque on peut avoir des garçons prépubères, des adolescents mineurs, voire des jeunes adultes. Et puis, pendant le traitement, on peut avoir des situations de changement, c'est-à-dire des garçons prépubères qui deviennent pubères, des adolescents mineurs qui deviennent des jeunes patients adultes. Et donc, en fonction de cela, eh bien, ça m'a modifié la façon dont vous allez assurer le suivi. En tout cas, ce que nous avions préconisé, c'est qu'au minimum, il faut une surveillance annuelle du développement pubertaire chez le garçon prépubère, qui va associer à la fois un examen clinique avec la détermination du stade de Tanner, la courbe de croissance, l'évolution du volume testiculaire et les taux sériques de LH, FSH, testostérone et inhibine B. C'est vrai que maintenant, on pourrait rajouter aussi l'AMH, parce que l'AMH est de plus en plus un marqueur qui peut être utilisé indirectement pour évaluer la persistance de cellules germinales au niveau testiculaire. Dans tous les cas, s'il y a la proposition d'un spermogramme chez un garçon, il faut qu'il ait initié sa puberté, et dans tous les cas, si sa puberté a été initiée, il est préférable de proposer ce premier spermogramme à 15 ans. Pourquoi à 15 ans? Parce qu'à 15 ans, théoriquement, pour une puberté survenue à un âge normal, eh bien, on a des spermatozoïdes en quantité variable dans l'éjaculat, mais en tout cas, on doit avoir des spermatozoïdes. Bien sûr, ces différents examens doivent être contrôlés s'il y a une anomalie du développement pubertaire. Ensuite, eh bien, il faut aussi mettre en place, dans le cadre de ce suivi de cette surveillance annuelle du développement pubertaire chez le garçon prépubère, il y a des mesures éventuellement pour pouvoir justement contrôler ce développement pubertaire. Car en effet, en fonction du traitement gonadotoxique reçu par le patient, même si les cellules de Leydig sont les cellules les plus résistantes à l'effet gonadotoxique de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, eh bien certains de ces patients auront reçu des chimiothérapies ou radiothérapies très toxiques qui vont altérer les fonctionnements leydigiennes et qui nécessitera forcément, pour induire la puberté, un traitement hormonal substitutif, voire il y a dans certains cas chez les patients guéris d'un cancer, en fonction des traitements reçus, eh bien, des pubertés plus précoces, plus fréquentes et la nécessité de mettre un traitement inhibiteur.
Ces consultations de suivi ont pour but également d'évaluer la maturité ou maturation psychosexuelle de l'adolescence pour pouvoir aborder avec eux les questions liées aux relations affectives, à l'avenir conjugal et parental, afin de prévenir toute situation de retrait et d'évitement des relations amoureuses. Il est certain que lorsqu'on rencontre des patients, donc moi dans le cadre du suivi de jeunes patients, adolescents, jeunes adultes, c'est des questions qui sont généralement non abordées par soit le médecin oncologue qui suit l'adolescent ou le jeune adulte, soit le médecin généraliste. Et on s'aperçoit que certains patients renoncent à avoir une relation amoureuse parce qu'ils ont éventuellement une dysfonction sexuelle ou éjaculatoire, parce qu'ils ont peu d'estime par rapport à leur image corporelle et cela va les empêcher justement d'avoir des petits amis et même plus tard d'être en couple. Les données de la littérature mettent en évidence qu'il y a un taux d'union qui est plus faible chez les adultes guéris d'un cancer de l'enfant ou de l'adolescence. C'est pour ça que lorsqu'on parle du taux d'utilisation des spermatozoïdes conservés, par exemple, avec un taux d'utilisation entre 8 et 15% dans les meilleurs taux d'utilisation, eh bien cette faiblesse ce faible niveau d'utilisation peut être aussi lié au fait qu'il y a un taux d'union qui est très faible. Donc, si on n'est pas en couple, alors surtout pour les hommes, eh bien effectivement, c'est difficile de pouvoir envisager un projet parental et éventuellement une utilisation des paillettes. Et la proposition du spermogramme, même si on dit qu'il ne faut pas le faire avant 15 ans, parfois pour certains patients, même à 15 ans, eh bien, si la maturité sexuelle ou si le patient ne souhaite pas, eh bien, ce spermogramme ne pourra pas être fait. Il faudra l'envisager ultérieurement. Mais surtout, c'est toujours mieux de pouvoir le faire avant l'âge de 18 ans parce que dans tous les cas, on sait que lorsqu'ils sont devenus majeurs, c'est beaucoup plus compliqué d'en assurer le suivi. Alors, en tout cas, en cas de conservation de spermatozoïdes ou de tissus testiculaires, il y a dans tous les cas une consultation en médecine de la reproduction qui est obligatoire à partir de 18 ans lorsque le patient était mineur au moment de la conservation, et ceci est inclus dans la loi de bioéthique. De fait, en miroir, on avait proposé qu'en l'absence de conservation de spermatozoïdes ou de tissus testiculaires, il est préférable de consulter un médecin de la reproduction dès l'âge de 18 ans, mais comme dans le suivi, s'il y a vraiment un vrai suivi des fonctions gonadiques et de l'axe gonadotrope, je pense qu'il est préférable de l'envisager dès l'âge de 15 ans parce que ça sera aussi le moment de parler aussi et d'aborder toutes les difficultés que ces patients pourraient rencontrer ultérieurement et entre autres en ce qui concerne la fonction, les dysfonctions sexuelles par exemple. En cas de désir de paternité avec conservation de spermatozoïdes antérieurs, eh bien plusieurs situations vont se présenter. Dans tous les cas, ce patient va se présenter en couple. Il faudra explorer la fertilité des deux membres du couple en vue d'une grossesse naturelle. Non, c'est pas une nécessité d'un traitement antirétroviral, je ne sais pas ce que j'ai fait en copiant, mais ou la nécessité d'utiliser les spermatozoïdes conservés. Il faudra comparer les caractéristiques du sperme avant et après le traitement pour guider la prise de décision avec un minimum de 18 à 24 mois après le traitement, avant l'utilisation potentielle du sperme frais. Comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, chez la femme comme chez l'homme, il y a des effets gonadotoxiques et mutagènes qui font qu'il faut attendre non seulement la récupération en termes de présence de spermatozoïdes dans l'éjaculat, donc quantitatif, mais également une récupération qualitative. À noter que même s'il y a une récupération partielle ou au total quantitative de la spermatogénèse, parmi les patients qui récupèrent, même totalement, il va persister dans environ 20 à 30% des cas des patients chez lesquels on va retrouver des altérations du génome spermatique. Et donc, on aura une comparaison à faire entre les spermatozoïdes avant et les spermatozoïdes après. On va aussi contacter l'oncologue pour connaître l'état clinique du patient au moment de son projet de paternité, avoir des informations précises sur les traitements reçus et le pronostic afin d'adapter la prise en charge. Et surtout, les traitements reçus pour pouvoir évaluer, en cas d'altération sévère du spermogramme 18 à 24 mois après l'arrêt du traitement, eh bien, surtout dans les azoospermies, de savoir si oui ou non on peut aller bien plus loin que simplement le spermogramme conventionnel pour essayer de repérer des spermatozoïdes. Alors, c'est sûr, il
il y a une exploration des deux membres de couple qui est nécessaire en cas de projet parental avec conservation de spermatozoïdes antérieurs. Il faudra tenir compte du temps écoulé depuis le traitement. Il faut tenir compte du fait qu'il peut y avoir des récupérations tardives de la spermatogénèse à prendre en considération au moment du désir de paternité, c'est-à-dire que parfois certains patients veulent connaître l'état de leur fertilité post-traitement, ils n'ont pas encore un désir de paternité. Si à ce moment-là on observe une azoospermie, une absence de spermatozoïdes dans l'éjaculat, eh bien on va préconiser au patient tout de même de reconsulter avec sa compagne au moment du projet parental et de refaire ce spermogramme à ce moment-là. On a parfois des récupérations qui peuvent intervenir 5 à 10 ans après l'arrêt du traitement, alors que pendant toute cette période, on avait une absence de spermatozoïdes dans l'éjaculat. Il faut prendre en considération l'âge de la partenaire et l'état de sa réserve ovarienne pour décider des modalités d'accomplissement du projet parental et potentiellement d'avoir recours à une technique d'assistance médicale à procréation. Il peut arriver aussi certaines fois que la réserve ovarienne de la compagne soit tellement altérée, avec une situation parfois d'insuffisance ovarienne présente, qui pourrait finalement orienter le couple non pas vers une assistance médicale à procréation avec les ovocytes et les spermatozoïdes du couple, mais le recours à un éventuel don de gamètes adapté en fonction du contexte. Dans tous les cas, à partir du moment où il y a un projet parental, il y a toujours ce contact qui est fait avec l'oncologue du patient pour évaluer le contexte général. Alors, dans tous les cas, il y a des préconisations qui sont faites en termes de contraception. Eh bien, il y a une contraception qui est recommandée pendant toute la durée du traitement gonadotoxique et pendant 18 à 24 mois après l'arrêt du traitement. C'est le délai nécessaire pour la réinitiation de la spermatogénèse, mais c'est le délai nécessaire pour minimiser la présence de risque de dommages à l'ADN spermatique induit par les traitements. Si il y a un désir de paternité, bien sûr, une évaluation du couple est nécessaire, avec une conception soit avec les spermatozoïdes du patient conservés, soit au travers du donneur, soit éventuellement on parlera également de l'adoption. Bien sûr, la conception avec le tissu testiculaire conservé est de domaine expérimental, voire du domaine de la recherche, mais dans les toutes prochaines années, je pense que les premières utilisations vont intervenir. Et en cas d'azoospermie non obstructive post-traitement gonadotoxique chez l'homme, il ne faut pas exclure la possibilité de réaliser un prélèvement chirurgical testiculaire afin d'isoler des spermatozoïdes en vue d'une fécondation in vitro par micro-injection. C'est vrai que dans les situations de traitement extrêmement gonadotoxiques, par exemple allogreffe ou autogreffe de cellulles souches hématopoïétiques, il y a plus de 95% de risque que les patients n'aient plus de spermatozoïdes dans l'éjaculat, voire à la biopsie testiculaire, mais il y a tout de même un petit pourcentage de patients, on ne sait pas pourquoi, qui résistent à la toxicité de ces traitements extrêmement toxiques. Et d'ailleurs, j'ai un ou deux dossiers de patients dans cette situation avec des traitements qui étaient mis avant les allogreffes il y a plus d'une quinzaine d'années et des traitements plus toxiques que ceux qui sont utilisés maintenant. Et chez un patient qui avait un taux de testostérone effondré, une hypotrophie testiculaire bilatérale et à la biopsie testiculaire, on a pu isoler des spermatozoïdes après le traitement et il a pu obtenir ainsi une grossesse et une naissance. Dans tous les cas, en fonction de l'âge au moment où le patient a reçu ce traitement, qu'il ait ou pas bénéficié d'une procédure de préservation de la fertilité, même si on préconise ce suivi pendant tout le développement pubertaire, 15 ans, 18 ans et au moment du projet parental, eh bien, il faut quand même reprendre les textes réglementaires qui autorisent maintenant la conservation des spermatozoïdes hors indication médicale. Et dans ces consultations post-suivi, dans ces consultations de suivi, on peut être amené à envisager une conservation de spermatozoïdes post-traitement chez des patients qui n'en auraient pas eu avant, surtout dans les situations où on a une production très, très minime de spermatozoïdes qui peut durer un temps, qui peut être temporairement présente et être absente au moment où le patient aurait le projet parental. Mais dans tous les cas, ces consultations de suivi sont aussi l'occasion de les informer de cette possibilité aussi de pouvoir bénéficier d'une conservation de spermatozoïdes hors indication médicale qui est possible chez l'homme à partir de 29 ans. Alors, dans tous les cas, quand on parle de la conservation des spermatozoïdes,
Chez l'homme, c'est en vue de restaurer la fertilité. Quand on parle de la congélation du tissu testiculaire, c'est pour restaurer, c'est à visée procréative avec ou sans assistance médicale à procréation. Mais il y a une autre possibilité d'utilisation de ce tissu testiculaire, c'est pouvoir restaurer une fonction endocrine. Dans la majorité des cas, chez l'homme, ont une fonction endocrine conservée, mais il y a un certain nombre de patients que l'on observe dans le cadre du suivi qui ont une fonction endocrine altérée et la greffe de tissu testiculaire, elle peut permettre pas uniquement de restaurer la fonction procréative, mais aussi restaurer cette fonction endocrine. Du côté féminin, vous avez vu les différentes approches qui sont envisagées, les ovocytes et le tissu ovarien, avec le tissu ovarien depuis la période prépubère jusqu'à la période pubère, et les ovocytes à partir de la puberté. Là encore, dans le cadre du suivi, on aura des situations qui sont un peu différentes en fonction de l'âge de la patiente au moment de la mise en route du traitement du cancer. Alors, qu'en est-il des préconisations, des recommandations de l'INCa? Chez les femmes en âge de procréer, ils préconisent, à distance du traitement, de doser l'AMH. Donc, on dose l'AMH avant le début du traitement, à titre systématique. Je dirais que la patiente ait ou pas bénéficié d'une préservation de la fertilité, que la patiente puisse ou non bénéficier d'une procédure de préservation de la fertilité et de la contrôler 12 à 12 mois, puis à 24 mois après la fin du traitement, de façon à évaluer le degré de perte folliculaire. Chez les femmes en âge de procréer qui ont reçu un traitement à risque gonadotoxique, il faut proposer un suivi régulier de la fonction ovarienne recommandé et qui doit être effectué par une équipe pluridisciplinaire intégrant notamment un spécialiste de médecin de la reproduction. C'est vrai que qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme, c'est que le suivi, bien sûr, il peut être réalisé dans le cadre des consultations de suivi proposées après la maladie par les oncologues, voire par les endocrinologues. Mais je pense qu'il y a la place à un moment déterminé, je dirais chez le garçon dans tous les cas à 15 ans par une consultation en médecine de la reproduction et chez la petite fille également ou la jeune fille à partir de 15 ans. Mais au-delà, à partir du moment où il y a des questions autour du projet parental, de la parentalité, il faut un spécialiste de la médecine de la reproduction de façon à ce que les patients aient les informations adaptées en fonction des nouvelles techniques envisageables et du contexte particulier. Parce que c'est vrai que parfois, se baser uniquement sur la présence de cycles menstruels pour considérer que la femme a conservé sa fertilité peut amener à ce que les patients consultent, parfois les femmes, 1 an, 2 ans après ce désir initial de maternité et qu'on arrive effectivement à un moment où on se rend compte que la fonction ovarienne est particulièrement altérée, qu'il y a peu de choses à proposer au sein de ce couple. En cas d'antécédent de cancer traité dans l'enfance ou l'adolescence par des agents gonadotoxiques, consultation de médecine de la reproduction recommandée au moment de la majorité pour l'évaluation de l'impact des traitements sur la fonction ovarienne et sur l'utérus. Ça, ce sont des avis d'experts de ces recommandations. C'est vrai que moi, je tique toujours sur le fait de proposer à 18 ans, parce que l'âge de 18 ans, c'est un âge où au moment, on a plus de difficultés à obtenir une adhésion des patients à venir consulter et que c'est toujours mieux d'avoir ces premières consultations avant l'âge de 18 ans quand c'est possible. En raison des possibilités de grossesse spontanée, eh bien, il faut qu'une contraception efficace soit recommandée chez les femmes en âge de procréer ne souhaitant pas de grossesse, même en cas d'antécédent de traitement très gonadotoxique et ou d'insuffisance ovarienne prématurée. Oui, c'est vrai de manière générale, mais c'est encore plus vrai dans le champ du cancer, car on a tous et tous l'expérience de patientes qui présentaient à la fois une aménorrhée secondaire, des signes biologiques en faveur d'une insuffisance ovarienne prématurée et des patientes qui vont avoir des grossesses spontanées. Fort heureusement, pour les patientes que j'ai rencontrées, c'était des grossesses désirées, mais c'est beaucoup plus compliqué quand la grossesse n'est pas désirée. Et c'est vrai qu'il est donc préconisé de maintenir des contraceptions efficaces et puis des mesures de protection également chez ces patientes contre les infections sexuellement transmissibles, parce que parfois il y a des confusions sur le fait que ne plus avoir ses règles, avoir une insuffisance ovarienne prématurée, protège de tout le reste et parfois on a quelques mauvaises surprises. En cas de risque élevé d'insuffisance ovarienne prématurée,
un ou plusieurs cycles de stimulation ovarienne pour conservation ovocytaire peut être proposé à distance de la fin du traitement gonadotoxique. Dans un topo précédent, on vous a parlé de cela. C'est vrai qu'on peut envisager une conservation d'ovocytes post-traitement du cancer, en respectant bien sûr certains critères, surtout en termes de réserve ovarienne conservée. Alors, les critères d'éligibilité tels qu'indiqués dans les recommandations, c'est récupération de cycles menstruels spontanés en présence d'un taux d'AMH détectable. Je dirais qu'on a quand même des données actuelles qu'il faut quand même plus qu'un taux d'AMH détectable. Mais dans tous les cas, c'est vrai que souvent, dans ces situations-là, et surtout c'est des patientes qui n'auraient pas bénéficié de procédures de préservation de la fertilité, dès qu'on a une AMH détectable, on va quand même tout de même tenter de réaliser au moins un cycle d'essai de conservation d'ovocytes. Et en l'absence de résultats satisfaisants, on s'arrêtera souvent à ce premier cycle. Par principe de précaution, la conservation ovocytaire doit être réalisée à distance des effets mutagènes de la chimiothérapie et de la radiothérapie, au moins 18 à 24 mois après le traitement. Dans tous les cas, on a toujours une demande d'obtention de l'accord préalable de l'oncologue qui est indispensable avant la mise en route des procédures. Comme chez le garçon, il faut assurer un suivi à long terme des enfants et des femmes en âge de procréer ayant eu recours à une préservation de la fertilité afin d'évaluer le taux d'utilisation et le taux de naissance à la fois après grossesse spontanée ou naturelle et en termes de réutilisation des gamètes ou du tissu germinal conservé. C'est vrai que les premières données qui sont rapportées dans la littérature sur l'utilisation du tissu ovarien conservé donnent des taux d'utilisation qui sont assez comparables au taux d'utilisation de spermatozoïdes conservés avant traitement du cancer. Bien sûr, il faut attendre encore un certain nombre d'années parce qu'à ce stade, on n'a pas encore les données d'utilisation des tissus ovariens conservés chez des patientes prépubères très jeunes, voire jeunes adolescentes. Et c'est le futur qui nous le dira, mais on reste dans des chiffres entre 8 et 10% selon les données de la littérature. Il est important d'assurer un suivi à long terme de la fonction ovarienne et de la fertilité des enfants et des femmes en âge de procréer ayant bénéficié de nouvelles thérapies contre le cancer. Les données actuelles sur les effets des nouvelles thérapies dans le cancer, je dirais aussi qu'il s'agisse des immunothérapies, certaines immunothérapies, de thérapies ciblées, eh bien, ne sont pas connues sur la fonction ovarienne, voire même la fonction testiculaire, et encore plus sur l'impact sur la qualité des gamètes. Des recherches dans ce domaine méritent d'être proposées. Alors, comme chez le garçon, eh bien, en cas de conservation d'ovocytes ou de tissus ovariens chez la fille, la femme prépubère et surtout mineure, une consultation en médecine de la reproduction est obligatoire à partir de 18 ans. C'est la loi de la bioéthique qui l'impose. En l'absence de conservation d'ovocytes ou de tissus ovariens, il est préférable de consulter un médecin de la reproduction, je dirais plutôt dès l'âge de 15 ans, et puis je dirais au plus tard à 18 ans, tout au moins pour la première consultation. Et bien sûr, ensuite, on enchaîne sur l'exploration qui doit être faite au moment du projet parental. Et là encore, il est important de prendre en considération les nouvelles possibilités offertes par la dernière révision de la loi de bioéthique en août 2021, à savoir que la conservation des ovocytes hors indication médicale est offerte aux femmes à partir de 19 ans et avant l'âge de 37 ans. Dans tous les cas, si les patientes ne souhaitent pas bénéficier d'une conservation d'ovocytes post-traitement, qu'elles aient bénéficié ou pas d'une conservation de tissu ovarien préalable, voire d'ovocytes, eh bien, si ces patientes, je indique à ces patientes que dans tous les cas, à partir de 29 ans, elles peuvent également bénéficier d'une conservation d'ovocytes hors indication médicale dans la situation où elles n'auraient pas encore de projet parental. Et ça, ce sont des préconisations générales, mais je dirais qu'ils sont encore plus vrais chez ces patientes dont on sait que la fertilité va être prématurément altérée à partir du moment où elles étaient exposées à un traitement gonadotoxique. Pour l'utilisation des ovocytes et du tissu ovarien, c'est possible à visée procréative, mais pour le tissu ovarien, c'est également possible en vue de restaurer la fonction endocrine. Alors, c'est sûr que cette possibilité-là en ouvre des perspectives en termes d'utilisation du tissu ovarien conservé pour justement simplement restaurer une fonction endocrine, éventuellement
pour induire une puberté si on a suffisamment de fragments conservés, mais c'est quand même pas la situation, l'indication la plus envisageable. Mais potentiellement, il y a des patientes qui ont du mal à supporter leur traitement hormonal substitutif et qui souhaitent bénéficier d'une greffe de quelques fragments de tissu ovarien, peut-être pour être dans des meilleures conditions en termes d'imprégnation hormonale, pour qu'elles supportent mieux cette nouvelle imprégnation hormonale. Et éventuellement, c'est à proposer à des patientes qui n'auraient plus l'utilité d'utiliser ce tissu ovarien à visée procréative, mais simplement pour une restauration d'une fonction endocrine. Et toutes les patientes que nous connaissons et qui ont une greffe de tissu ovarien et qui sont passées finalement d'un traitement hormonal substitutif à l'imprégnation hormonale et à nouveau les cycles menstruels spontanés ont témoigné d'un meilleur bien-être après cette greffe par rapport aux effets du traitement hormonal substitutif. Voilà donc les différents éléments qui sont envisagés dans le cadre du suivi. Il faut cependant noter, et il y a beaucoup de progrès à faire en termes du suivi des patientes ou patientes qui ont ou pas bénéficié d'une procédure de préservation de la fertilité, car le suivi des patients permet de mieux les accompagner dans le cadre de leur projet parental, voire leur restauration de fonction endocrine s'il y a des tissus germinales conservés, mais également nous permet aussi de mieux appréhender la toxicité des différents types de traitements reçus et d'adapter dans le futur les procédures de préservation de la fertilité. Je vous remercie pour votre attention. Merci à tous les intervenants pour la qualité de vos présentations. Comme vous avez pu le voir à travers ces 3 présentations, aborder les questions de la fertilité dans le parcours de soins des patients est primordial, que ce soit pour les hommes, les femmes, les adolescents et les enfants, d'où l'importance d'orienter vos patients vers les centres de préservation de la fertilité. On a légèrement dépassé, mais si jamais certains d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas à les insérer dans le chat de la conversation. On est disponible pour y répondre. Et si les professionnels qui ont intervenu ont d'autres remarques à faire, n'hésitez pas. Il y a eu... Ah, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Que les micros ont été coupés automatiquement, donc vous ne pouvez pas prendre la parole. Malheureusement, la prochaine fois, j'enlèverai cette option. Vous ne pouvez pas Comme ça. l'enlever là? Vous ne pouvez pas ouvrir les micros à tout le monde? C'est possible, je pense même quand... non. Regardez, mais il semble que non. Il y a une question. Bonjour, avez-vous des procédures d'adressage écrites en dehors du contact par email? Qu'est-ce Sur que le vous site, entendez? pardon, sur le site, il y a une fiche d'information que vous pouvez remplir et effectivement qui peut être renvoyée ensuite au centre d'AMP concerné par votre demande par voie mail. Mais vous avez un petit fichier accessible pour mettre les informations de la pathologie, l'âge, etc., les bilans de chacun des patients concernés. C'est sur le site d'Onco-Normandie. J'essaye d'aller voir, de vous montrer la fiche comme ça. Mais dans tous les cas, il y aura quand même la nécessité d'envoyer la fiche par mail ou par fax. Voilà. Le plus Ouais. Actuellement, C'est- c'est par mail le plus souvent. Voilà, c'est cette fiche-là et qui est relayée après sur l'adresse mail de l'adresse la plus proche du domicile du patient qu'on vous avait mis dans les listings, là, enfin dans les topos, et que vous retrouvez également sur le site avec nos différents contacts, dans la majorité des fois par mail, effectivement. Donc, c'est ça, sur le site internet Onco-Normandie, vous pouvez retrouver l'annuaire avec l'ensemble des professionnels et les adresses mail où vous pouvez adresser ces documents. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions spécifiques.
Je par voulais amendement. Oui. apporter un petit éclaircissement par rapport à la remarque de Christine lors de son topo par rapport au centre du Havre. Donc effectivement, nous, sur Roco Normandie, on s'est inscrit surtout pour la préservation fertilité masculine, parce qu'effectivement, comme l'a précisé Antoine, c'est celle qui est la plus rapide à mettre en place et c'est important qu'on soit au plus près des patients. Et pour tout ce qui est maladies oncologiques sur les patientes, c'est plus compliqué pour nous de mettre en place la préservation de fertilité féminine, mais on fait de la préservation de fertilité féminine médicale pour des indications beaucoup plus, hors indication onco, puisque ça peut être tout ce qui est traitement gamétotoxique, les chirurgies ovariennes, tout ce qui va être de l'endométriose, tout ce qui est intervention sur l'ovaire ou des maladies inflammatoires nécessitant des traitements à base d'immunosuppresseurs. Ça, on le fait chez les femmes et on fait énormément, en fait, en majorité maintenant depuis l'arrivée de la nouvelle loi de bioéthique, aussi de la préservation non médicale, bien sûr. Donc, c'est possible pour certaines C'est pour indications, ça mais que je n'avais pas, pas en Voilà. onco. Pas en Pas en onco. onco, oui. Voilà, j'avais pas les précisions. C'est pour ça que je me Ouais. demandais où j'avais raté quelque chose. c'est ça. C'est bien de Donc, le préciser. Merci pour cette précision. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de conclure. Ah bah, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Après cette question, on pourra conclure tranquillement. Ah bah non, il n'y a plus de questions. Je vous propose donc de conclure ce webinaire. Merci à tous pour votre présence. Le webinaire sera accessible en replay. Et si jamais vous avez des questions à la suite de ce webinaire, n'hésitez pas à nous solliciter par email ou à nous appeler pour que l'on puisse répondre à toutes vos questions. J'aurais juste envie de rajouter que effectivement les boîtes mail ou les contacts qu'on a donnés sont accessibles pour des demandes de préservation, mais ça peut être aussi pour des questionnements que vous pouvez avoir sur d'autres sujets. Voilà, on est disponible, on répondra à vos questionnements sur la mise en place d'un traitement substitutif pour certaines femmes, etc. Aussi, hein, on peut prendre le relais, pas que en préservation urgente quand il y a besoin par ces voies de support, quoi, hein. Merci. Très bien. Moi, Bonne Merci. fin de journée. je vous Bonne souhaite à journée. tous Au une revoir. bonne journée. Au revoir.